Dans cette partie, je vous propose d'introduire la question des monnaies à vocation environnementale. Je dis bien introduire, car dans la séquence suivante, nous allons approfondir ces sujets avec Valérie Haddad-Weber. Valérie est économiste à l'ADEME et il nous parlera des différentes innovations monétaires qui existent dans ce domaine. Ici, je voudrais simplement expliquer les problèmes écologiques auxquels les monnaies complémentaires peuvent apporter une solution. Vous allez voir que ce problème, c'est finalement le problème de la définition de la richesse d'une société. Vous vous demandez peut-être à ce stade pourquoi une telle focalisation sur l'écologie, alors que les monnaies complémentaires poursuivent aussi des objectifs sociaux, économiques ou culturels. C'est vrai que les usages des monnaies complémentaires sont divers et souvent entremêlés. Mais à regarder de près les projets menés en France et ailleurs, on s'aperçoit rapidement que le souci écologique est omniprésent et pour ainsi dire transversal. Nous l'avons vu avec Marifar dans le module précédent. La dernière génération des monnaies complémentaires insiste sur les objectifs écologiques plus fortement que les générations précédentes. Car la plupart des citoyens, des élus et des entrepreneurs qui s'impliquent dans ces projets sont convaincus que le modèle économique actuel est insoutenable. En réalité, la transition vers un autre modèle est déjà entamée, même si les progrès sont souvent très lents. Notre modèle économique, nos modes de consommation sont en train d'évoluer. La transition énergétique progresse par exemple. De nouveaux modèles économiques proposent de nouvelles façons de produire, de réduire la consommation des matières premières et d'énergie. Quelle est la place des monnaies complémentaires dans cette transition? Avant d'y répondre, remarquons pour commencer que cette transition comporte souvent des tendances contradictoires. Car parallèlement à la transition énergétique et écologique, les activités polluantes continuent comme avant. D'un côté, la nouvelle économie poursuit donc son émergence au sein de l'ancienne. Elle est alimentée par les énergies renouvelables, par les technologies vertes, par les modèles économiques alternatifs et par le nouveau mode de vie. De l'autre, l'ancienne économie n'a pas disparu. Nous utilisons toujours les énergies fossiles et nous exploitons toujours les ressources naturelles de façon insoutenable. D'avis de nombreux experts, les changements positifs sont trop lents et trop timides par rapport à l'urgence des défis du climat. La question est donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la transition? Et c'est ici que nous retrouvons la monnaie et le système monétaire. Aujourd'hui, la transition écologique est complètement reliée à l'ancienne économie polluante. Reliée par quoi? Précisément par notre système monétaire et financier. Car les deux économies permettent d'investir, de créer de la valeur, de consommer, d'accumuler des richesses. Ces richesses s'agrègent dans les circuits bancaires classiques, qui ne se soucient pas beaucoup de la provenance de l'argent. Peu importe s'il vient des éoliennes ou du pétrole, l'argent intègre le système financier et circule à l'échelle mondiale. En conséquence, les effets négatifs annulent bien souvent les effets positifs. Imaginez par exemple un projet d'investissement local dans les éoliennes. Les projets marchent bien, ils génèrent des rendements qui vont se transformer en consommation ou en épargne. L'ensemble de ces flux financiers est géré par les banques. Mais si ces banques sont présentes dans les secteurs d'énergie fossile, votre épargne peut contribuer aux émissions de gaz à effet de serre à l'autre bout de la planète. Peut-être avez-vous trouvé une banque qui n'est pas active dans le secteur des énergies fossiles. Ces banques sont très rares, mais disons que vous l'avez trouvée. Même ainsi, il ne faut pas oublier que toutes les banques sont reliées entre elles par le marché interbancaire et le système financier international. Maintenant, vous voyez le problème. Au début, votre demande semblait parfaitement raisonnable. Vous ne vouliez pas que l'argent gagné dans les énergies renouvelables profite à des secteurs polluants. Il s'avère pourtant que cette demande est très difficile à satisfaire en pratique. Il est quasiment impossible de cloisonner les sphères de circulation, car tous les systèmes bancaires reposent sur la monnaie fongible. Une monnaie fongible, c'est tout simplement une monnaie à tout faire. Une monnaie qu'on peut utiliser pour acheter du charbon ou pour payer un service de garderie. C'est la monnaie que nous connaissons et utilisons tous les jours. Alors qu'une monnaie complémentaire n'est pas une monnaie à tout faire. Elle est destinée à certains types d'usages et pas à d'autres. À production locale,
à la production bio, etc. En limitant les usages possibles, la monnaie complémentaire dessine une sphère de consommation particulière. Les richesses doivent rester dans cette sphère. Et c'est là l'apport des monnaies complémentaires au problème écologique. En résumé, une monnaie environnementale n'est pas un type de monnaie parmi d'autres. La fonction écologique que nous venons de voir peut s'appuyer sur des modèles différents. L'essentiel est de savoir si la sphère de circulation est délimitée et alors comment. Si on veut accélérer la transition écologique, il faut la délimiter autour d'un pouvoir d'achat durable, des produits issus de l'agriculture écologique, par exemple, de l'énergie renouvelable ou encore un accès au transport durable. C'est ainsi que nous pouvons construire un circuit financier et monétaire complet où les investissements dans la transition écologique alimentent la consommation au sein de la nouvelle économie. Dans la séquence suivante, Valérie Haddad-Weber nous parlera de comment les différentes monnaies poursuivent cet objectif. Pour terminer cette partie, je vous offre un exemple très simple pour comprendre la logique de la monnaie écologique. Disons que vous voulez inciter les habitants de votre territoire à faire des travaux d'isolation thermique dans leur maison pour réduire la consommation d'énergie. Pour cela, une partie des dépenses engagées par les particuliers leur sera remboursée. Ce remboursement, vous pouvez le verser en euros, mais alors le problème de la monnaie fongible se posera tout entier. La solution alternative est de rembourser les particuliers en monnaie complémentaire, une monnaie qui offre accès à un pouvoir d'achat durable, ou bien, tout simplement, vous pouvez distribuer des bons d'achat permettant aux particuliers de financer d'autres travaux d'isolation.